Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Très bonne écoute. Dans cet épisode, je rencontre Charlotte Husson. C'était un épisode un peu spécial puisque c'est le premier que j'ai enregistré. Avec Charlotte, on s'est rencontrés dans un petit café japonais du 7e arrondissement et on a discuté très naturellement de son parcours, de sa vision de la vie. Charlotte, elle est illustratrice et styliste de formation et la vie l'a menée à créer Mr K Fighting Kits, littéralement des kits pour combattre le cancer. Elle nous parle donc de sa formation, de son parcours, de son combat, de comment elle a créé son blog et puis ses kits d'essentielle beauté pour ceux qui combattent le cancer. Elle nous parle aussi de sa vision de la vie, de ses mantras et de ce qui l'aide à rester positive au quotidien. Très bonne écoute. Alors, bonjour Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invitée de mon premier numéro de ce podcast. Merci beaucoup à toi. J'ai vu que sur Instagram, ta description, c'est survivante, créatrice, rêveuse, styliste. Est-ce que tu veux parler de ton parcours dans cet ordre-là ? En gros, l'impulsion de départ, c'est ma vie, évidemment, en tant que personne. Mais si j'ai créé une communauté autour des réseaux sociaux et un blog, c'est à cause ou grâce à une histoire qui m'est arrivée, une épreuve de la vie. J'ai eu un cancer il y a maintenant 3 ans. Je suis en rémission depuis 2 ans et demi. Et à la suite de ce cancer, quand on m'a dit que j'étais en rémission, j'étais un peu larguée dans l'après-cancer. C'est toujours un peu compliqué de se reconstruire après de longs traitements. Et je me suis dit, il faut que je raconte tout ça, donc je vais créer un blog. D'accord, donc tu l'as fait après la maladie. Pas pendant juste après qu'on m'ait dit que j'étais en rémission, 2 mois après. Ok. Je me suis dit, moi j'avais pas du tout regardé sur internet pendant que j'étais malade parce que j'avais très peur de trouver des trucs qui allaient me démoraliser et me dire que j'étais directement déjà dans la tombe. Bien sûr. Donc j'ai évité un peu de me balader sur tout ce qui pouvait exister et je me suis dit, je vais me servir de tous les outils que je sais utiliser. Le dessin, l'écriture, ça s'est un peu défini sur le tard, donc j'écris pas spécialement bien, mais... non, mais il y a un ton qui, du coup, est hyper personnel. Oui, c'est un ton comme je te parle. Voilà, c'est ça. J'écris comme je parle. C'est ce qui fait que c'est... Il y a peut-être des fautes, c'est dans son jus. Et au fil des posts, en fait, j'ai eu pas mal d'échos positifs parce que j'avais une manière, je pense, de raconter le cancer qui était un peu différente de ce qui peut exister, où je minimisais pas du tout la réalité parce que moi j'en ai quand même vraiment bavé pendant mes traitements. Bien sûr. Mais je voulais juste en parler autrement en racontant des plus, des astuces, tout ce qui peut aider en fait à armer son combat pendant qu'on est malade et pas juste se rappeler que c'est horrible, c'est rien de se le dire quand on le sait. Moi mon truc c'était juste de dire oui c'est horrible mais tu peux prendre soin de toi, tu peux rester jolie, tu peux trouver des médecines parallèles pour t'aider, etc., etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit, c'est bien, il y a une petite communauté qui est en train de se créer, etc. Et là, j'ai voulu faire intervenir aussi d'autres personnes malades qui racontent aussi leur histoire. C'est un peu sur le même ton, c'est totalement libre. Ouais. Je relis même pas toujours les interviews. D'accord. C'est vraiment un journal intime, une petite parenthèse que les gens peuvent s'octroyer sur le blog chaque mardi. Et comme ça, la communauté a grandi de gens qui ont aimé, je pense, le format et le contenu. Et je me suis dit, c'est bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces astuces ? Je pense qu'il faut les matérialiser physiquement et créer l'avatar du site. Et donc, j'ai créé l'équivalent du site, mais en réel, j'ai créé des box. Des box beauté, donc j'ai un peu parasité ce qui existe déjà en utilisant finalement les codes de la beauté, de la mode, de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on t'avait demandé ou est-ce que c'est toi qui... Non, en fait c'est en fonction des commentaires que je recevais où je voyais bien que les filles par exemple me disaient « Ah bon, mais on m'avait pas dit qu'il fallait que j'utilise le vernis, ah bon, mais je savais pas que je pouvais avoir... » T'as senti qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque de communication, que les médecins n'avaient pas nécessairement le temps de donner tous les bons filons, parce qu'ils ont quand même d'autres choses aussi à faire. Donc j'ai remis en fait dans les boîtes tout ce que moi j'avais utilisé et j'ai créé des thématiques de boîtes en fonction des thématiques qu'on peut rencontrer pendant les traitements.
Et donc les boîtes sont nées 1 an après en fait la création du blog. D'accord. Du coup, c'est marrant que tu aies choisi le blog et je crois que tu en parles aussi dans ton blog, que tu dis que c'est un peu ironique puisque comme tu dis, pendant que toi tu étais à l'hôpital, tu voulais pas aller sur Internet de peur de tomber moi, sur... j'ai jamais lu de blog de ma vie, surtout avant même avant. mais que de quelques sujets que ce soit, enfin, c'est-à-dire si un petit peu, parcourais un peu les Tumblr d'inspiration parce que comme je suis styliste, je regarde beaucoup Pinterest. Ouais, bien sûr. Pour faire des moodboards, j'ai des Tumblr que j'aime beaucoup, etc. Mais la lecture pure des blogs, c'est vrai que c'était pas un truc qui me plaisait des masses. J'aime mieux la presse papier ou suivre des applications comme Le Monde, etc. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé dans le ton blog, enfin de ce que j'en ai fait en tout cas, c'est vraiment une porte ouverte à un journal intime et à la liberté d'expression. Donc je me dis, ça sera mon truc, je peux y raconter ce que je veux librement. Okay. Et ceux qui aiment suivent et ceux qui ne s'intéressent pas ne suivront pas. D'accord. Donc, c'est aussi la possibilité de pouvoir parler justement avec ta communauté plutôt qu'un livre qui aurait été un peu statique. Exactement. Ok. Donc survivante, on l'a, créatrice, on l'a, rêveuse. Rêveuse, ça c'est plus ma personnalité perso, où j'adore voyager, regarder tout ce qui se passe autour de moi, sur le nez. Dans la rue, un peu partout, je regarde tout ce qui se passe dans les vitrines. J'aime bien regarder tout ce qu'il y a autour de moi. Je pense que le monde est beau malgré tout et il faut s'inspirer de tout. Oui, c'est ce que tu écris sur ton blog. Et donc, styliste. Donc, tu es styliste de formation. Donc, tu as travaillé avec M-Stone, Loose, qui est une marque de maillot de bain, et Cézanne, que je pense tout le monde connaît. Aujourd'hui, tu es toujours styliste je suis toujours styliste en freelance officiellement. Là, pour l'instant, j'ai dû mettre un peu entre parenthèses. Je fais plus de missions de styliste pour d'autres marques. D'accord. Parce que j'ai le développement de ma start-up qui commence à décoller. Et ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et au début, j'étais un peu ambitieuse. Je m'étais dit que j'allais réussir à faire les deux. Très vite, j'ai dû arrêter malheureusement parce que c'était impossible. Il fallait quand même que je dorme un petit peu. Oui. Donc pour l'instant, c'est en stand-by, mais c'est sûr qu'un jour prochain, dès que ma boîte me le permettra, je continuerai à faire des missions pour d'autres marques. Et surtout, là, j'ai déjà commencé à développer une ligne de sweatshirts sur le site qui me permet quand même de garder un pied dans ma vie de modeuse et en utilisant le mantra de notre communauté Never Give Up. Donc c'est... Ok. Et donc tu disais styliste en freelance. Moi, je connais rien du tout au milieu du stylisme. Ça se fait de travailler en freelance. Oui, généralement. En fait, soit on travaille pour une boîte en tant que salarié, soit moi j'aime mieux la notion de liberté, de pouvoir travailler pour plusieurs personnes dans des univers très différents. Et en gros, tu fais des missions. Ça dépend des besoins des marques. Soit tu fais des missions de 3 mois pour une collection, soit de 15 jours si c'est des toutes petites collections. Tout dépend des besoins des marques. Et donc, par exemple, est-ce qu'il y a un vêtement qu'on pourrait reconnaître que toi, tu as dessiné, je sais pas, chez Loose, chez Cézanne Alors, chez Loose, j'ai arrêté de travailler pour elle il y a 1 an et demi. Donc, la dernière collection, c'est celle de l'été dernier. Okay. Donc, il y avait le modèle César que j'avais dessiné, notamment. Okay, super. Et chez Cézanne, j'avais dessiné le sac Clark, par exemple, et plein d'autres choses. D'accord, c'est top. Ce que je trouve assez intéressant, c'est ton côté justement créatif. Donc, tu es styliste. Illustratrice aussi. Ah, illustratrice, oui. C'est vrai que tu as fait. Je m'auto-proclame illustratrice. C'est juste que j'adore dessiner. D'accord. Mais tu as fait une école de dessin, non? J'ai fait une école de dessin, mais je me suis super plantée aux examens d'entrée d'une école d'illustration. Alors, j'ai lu que tu avais passé le concours pour les Gobelins. Ouais. Et qu'on t'a dit que ton trait était trop girly. Oui, j'avais un trait trop enfantin, féminin. D'accord. Mais justement, des dessins un peu trop de style. Et du coup, c'est vrai que ça manquait un peu. Je pense que les grandes écoles, comme ça, elles cherchent plus des profils BD, etc. Et moi, c'est vrai que j'avais un dessin quand même assez fifi, quoi. Enfantin. Et du coup, ça m'a un peu remis les pendules à l'heure. Je me suis dit, oh là là, attends, ça va pas du tout, parce que moi, je veux faire de l'illustration pour enfants. Comment je vais faire? Ah ben non, alors, je vais pas du tout faire ça. Finalement, je me suis dit, je vais faire de la mode pour enfants. Donc, j'ai fait une école de stylisme. Bon, finalement, je ne fais pas du tout de la mode pour enfants. Ok, donc j'étais vraiment partie pour être... tu voulais être illustratrice, quoi. D'accord, ok. Donc, mais bon, dans les métiers créatifs, oui, tu vas un peu partout. On peut aller un peu partout, Et donc là, toutes les illustrations qu'on trouve sur tes kits, sur le blog, c'est toi qui les fait, du coup. Ouais. D'accord. Mais toute la créa, toute la DA du site, le packaging, tout, c'est moi qui le fais. De toute façon, je suis toute seule dans ma boîte aujourd'hui, donc malheureusement. C'est ce que j'allais te demander. Je fais aussi la comptabilité. C'est ça. Comme je te disais en off avant, moi j'ai quitté la précédente boîte où je bossais parce que je voulais monter une boîte. Et quand au début j'étais toute seule, finalement ça s'est pas fait, mais toute seule c'est hyper dur.
d'être chez soi, de se discipliner, parce que du coup, on est son boss, on est son employé, et comment tu fais? J'avais déjà l'habitude en fait de ça, puisque quand t'es freelance, t'es pas tenu à une boîte, donc tu travailles souvent de chez toi, même si pour certaines missions tu vas dans les bureaux des marques pour qui tu bosses, mais moi j'avais l'habitude, puis j'adore être chez moi et travailler, enfin c'est vraiment, en tout cas pour créer, c'est vraiment un endroit qui m'inspire. D'accord. Après, pour toute la partie logistique aujourd'hui de la start-up, je squatte chez mes parents qui ont un appartement quand même un petit peu plus grand que le mien. D'accord, et donc t'entreposes. Et du coup j'ai tout mon stock, mais ouais, tout seul, faut être multitâche et polyvalent. Et discipliné. Et discipliné. Et ça prend la discipline. Ah ouais. Donc juste pour revenir sur ton blog, j'invite vraiment les gens à aller le lire parce que je trouve que les conseils que tu donnes, ta vision de la vie, elle est universelle, elle est pas. Alors forcément, tu parles du cancer et ça s'adresse, j'imagine, en priorité aux gens qui sont atteints du cancer, mais aussi à l'entourage. Il y a un post qui est très marrant sur les phrases à dire et à ne pas dire parce que c'est un sujet sur lequel on sait on peut mettre les pieds dans le plat. Exactement, et c'est compliqué. Et d'ailleurs aussi, on pense que c'est un sujet tabou. Toi, tu dis que c'est pas un sujet tabou. L'intention première de mon blog, en fait, c'était ça. C'était vraiment de briser le tabou du cancer. Moi, pendant que j'étais malade, j'avais vraiment aucune limite à en parler. Je voulais au contraire que mes amis puissent m'entourer au mieux, donc leur donner le maximum de clés possibles. Alors, je dis pas que ça a été toujours facile parce que j'avais quand même très mauvais caractère et j'étais pas toujours de très bonne humeur, mais en tout cas, j'essayais de tout leur expliquer pour qu'ils puissent m'aider. Parce que si on est dans les non-dits, moi j'ai eu des traitements vraiment lourds, donc il y avait certaines choses qui étaient difficiles à aborder, mais qu'il fallait aborder, parce que je sentais que si je créais une omerta autour du truc, ça allait être l'enfer, et puis ça allait pas du tout m'aider. Donc l'idée c'est vraiment de briser complètement le tabou du cancer, encore une fois de pas le minimiser du tout, hein, j'en ris parfois, mais je suis la première à savoir que c'est vraiment pas drôle du tout. Mais je pense qu'en en parlant sur un ton léger, on a plus d'impact. Et donc je sais que la communauté qui me suit aujourd'hui n'est pas constituée que de malades, parce que justement j'emploie ce ton qui fait pas peur. Exactement. Qui dédramatise pas, mais qui permet quand même d'avoir une lecture différente de la maladie. On n'est pas filet de bave au coin de la bouche. C'est ça. Déjà, il n'y a aucune photo, c'est c'est volontaire, des illustrations. Donc, effectivement, ça rend la chose plus légère. Mais comme tu dis, sans dédramatiser et dire oui, c'est rien, pas du tout. Mais c'est pour permettre aux gens de pas détourner le regard, parce qu'en effet, je pense que si on montre des photos brutales, qui font mal, naturellement, l'être humain va contourner le regard, même s'il a envie de regarder. Il va dire, oh là là, non, c'est trop lourd, j'ai pas envie de voir ça. Et je me suis dit, je vais me servir des dessins, justement, pour faire oublier un petit peu pas faire oublier le sujet du tout, mais juste pour en donner une image un peu plus légère. Et ensuite, dans les textes, je développe vraiment, je détaille pas mal, hein, quand même, ce qui peut se passer, mais sur un autre ton. Et ça, c'est nouveau, en fait. Toi, t'as trouvé c'est le parti que j'ai pris. Après, il y a certaines personnes qui s'expriment pas comme ça. Moi, c'était vraiment mon point depuis le départ, y compris pendant que j'étais malade. Hein, je parlais exactement de la même manière à mes proches. Ok. Et au moment on t'a dit que tu étais en rémission. Et t'as pas eu envie de passer à autre chose, justement? C'est une question qu'on me pose souvent. J'ai été un peu dans un tourbillon compliqué. J'ai commencé à retravailler en fait la semaine qui suivait ma dernière chimiothérapie, pardon. Et ça a été hyper dur parce que je suis retournée dans un bureau avec des gens qui allaient tous très bien. Donc moi aussi, visiblement, j'allais bien puisqu'on m'avait dit que j'étais en rémission. Mais je venais quand même de me taper 1 an et demi de traitement, 36 chimios, 6 opérations et tout. Bon, c'était un peu bizarre d'arriver en plus avec les dommages collatéraux qui suivaient, quoi. J'arrivais dans un monde féminin avec des nanas qui tombaient enceintes. À l'époque, j'avais pas du tout digéré encore cette partie des dommages que mon cancer avait créé et tout. Et je me suis retrouvée vraiment dans ce tourbillon de oulala, mais je me sens tellement différente des autres. Il va falloir que je trouve un moyen pour me rappeler un petit peu ce qui m'est arrivé. Puis il y a un autre truc, c'est que quand on nous dit qu'on est en rémission, nos proches subitement sont soulagés. Mais nous, on a le contre-coup de ce qui vient de se passer. Et on est beaucoup plus fragilisé, étonnamment, que pendant la bataille. Parce que pendant la bataille, on n'a pas trop le temps de réfléchir, en fait. Tous les jours, il faut se battre. Donc, t'as la tête dans le guidon, tu poses pas de questions. Et quand on te dit, OK, c'est terminé, c'est vraiment la catalepsie du sportif, quoi. C'est ce que je dis souvent. Tu t'effondres après le marathon parce que là, tu réalises tout ce que tu viens de traverser. Et puis bon, t'es obligé d'admettre que t'es pas comme les autres. Donc, ça passe par plusieurs cheminements. Aujourd'hui, je pense que le blog existe toujours, mais j'aborde des thèmes différents parce que je suis en reconstruction aussi. Donc oui, bien sûr, maintenant j'ai envie de légèreté, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de ma vie d'avant. Mais le cancer fera toujours partie de ma vie.
Oui. Malheureusement, ça m'a laissé des dommages irréversibles. Comme chaque épreuve de vie. Mais je pense qu'il faut s'en servir comme un atout. Peut-être que dans, je sais pas, 5 ans, j'aurais plus du tout envie d'entendre parler. Après, je crois pas, parce que comme je pense avoir réussi à en faire une force et ne pas du tout être dans le déni de ce qui s'est passé, j'ai aucune gêne et j'assume parfaitement le blog, la start-up autour du cancer. Au contraire, je pense que je connais suffisamment bien le sujet pour l'aborder. Et étonnamment, ça me replonge pas du tout dans la neurasthénie de la maladie. Au contraire, je me dis, bah ouais, je t'ai fait un bon pied de nez là, tu vois. Donc je continue, quoi. Mais c'est ça que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est de faire de quelque chose qui est tellement grave, d'en sortir quelque chose qui est positif, et puis pas que pour toi, parce que le blog, enfin je sais pas, peut-être qu'au début c'était un exutoire, mais en tout cas j'ai lu des commentaires et t'as des retours qui sont hyper positifs, hyper bienveillants et qui te remercient, qui sont contents que ça existe en fait. Et donc du coup c'est cette démarche que je trouve hyper intéressante. Mais maintenant quand tu parles des box, là c'est la start-up, c'est plus le côté blog ou quoi. Mais dans les box, on retrouve quand même vraiment mon ton. Hein. J'ai vraiment mis ma patte, j'ai mis tout mon cœur, quoi. C'est vraiment, déjà, c'est uniquement, enfin, aujourd'hui, les box qui existent, c'est exclusivement des produits que j'ai utilisés. Donc forcément, c'est aussi une partie de mon histoire. Mais à un moment donné, il faudra sans doute que je m'en détache, parce que déjà, mon avis n'est pas universel et j'espère bien que d'autres malades pourront me donner leur bon plan pour que je puisse faire bénéficier les malades aussi d'autres produits qui existent. Mais aujourd'hui, ça reste encore quelque chose d'hyper incarné, comme tout le projet. De toute façon, comme c'est une start-up qui est tenue à bout de bras par mon histoire aussi, naturellement, je m'en détache sans m'en détacher. C'est juste que j'arrive à faire la part des choses. Je me dis, la start-up est un business. Oui. J'ai aucun problème avec ça. Je suis très transparente là-dessus. Mais le blog existe toujours pour être une plateforme d'échange. Puis moi, quand j'ai des idées qui me passent par la tête, écrire un post. Mais les choses sont dissociées tout en étant quand même assez connectées. Mais donc du coup, si tu dis la start-up est un business, il y a plusieurs boîtes qui sont sur ce créneau-là. Il y a une marque de maillots de bain qui s'appelle Garance, je crois. Il y a beaucoup de marques de maillots de bain. Qui fait des maillots de bain pour les femmes qui ont eu une ablation du sein. Il y a la marque Même, je crois. Oui, qui fait des cosmétiques. Très bientôt. Qui seront bientôt dans les boîtes. Ah, super. Évidemment, c'est mes copines. Et donc, c'est un marché qui est pas adressé. Qui est pas adressé, qui est ciblé. Non, est-ce que justement, j'ai l'impression que c'est un peu nouveau. Je sais pas. Ah oui, aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a toujours eu ces besoins qui n'ont jamais été adressés? Les besoins ont toujours existé. Après, plus on avance, plus les médecins se modernisent sur tout ce qui existe en parallèle. C'est sûr qu'il y a 15 ans, se dire qu'il fallait acheter du vernis, c'était clairement pas la priorité, quoi. On laissait les ongles tomber. Aujourd'hui, moi, je pense que ça contribue quand même beaucoup à l'état dans lequel on va être pendant la maladie, de pouvoir s'armer avec des choses qui nous feront du bien, comme les médecines parallèles aussi, c'est hyper important. Évidemment. Qu'est-ce que tu appelles médecine parallèle? C'est pas des gourous, hein, c'est des médecins agréés qui sont spécialisés, donc il faut vraiment s'assurer auprès des oncopoles et des pharmacies et des infirmières que ce sont bien des personnes qui sont spécialisées en cancérologie, mais on peut faire de l'acupuncture, du yoga. D'accord. On peut faire vraiment plein de disciplines. Il y a un truc qui est très très bien aussi, ça s'appelle de l'auriculothérapie. C'est de la pose de plomb dans les oreilles pour pallier certains effets secondaires. Moi, j'ai tout essayé, y compris l'homéopathie que j'ai pris en accord avec mon oncologue, etc., pour vraiment pallier certains effets. Et tout ça, aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus connu et je pense vraiment que ça contribue à mieux armer sa bataille. Mais donc ça, c'est vraiment des initiatives qui doivent être prises par des gens extérieurs. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, certains hôpitaux sont... Ouais. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il y a des cours de yoga? Il y a des associations qui existent. De plus en plus, je crois que les gens s'intéressent à ça. Dans certains hôpitaux, des gros CHU, je sais qu'ils proposent parfois des cours de Qigong, des choses comme ça. Mais les auriculothérapeutes, par exemple, la mienne, elle est aussi à l'hôpital public. Elle donne des séances, ça fait des séances d'ailleurs, c'est un traitement, quoi. D'accord, ok. Et mon acupuncteur, par exemple, est remboursé. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont de plus en plus connues. Il faut que ce soit des médecins, très important. D'accord. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est celui de tu l'as très bien pointé dans ton dernier post, la légèreté. Je voulais aborder le thème de la balance un peu qu'il y a entre la gravité et la futilité. Plusieurs fois, tu disais, non, la beauté n'est pas futile, prendre soin de soi, c'est hyper important. Est-ce que ça a toujours été ta vision de la beauté? Est-ce que ça a changé? Je viens de l'univers de la mode, donc ça, j'ai toujours été sensible au beau, en tout cas, ce que j'estimais être beau. Hein, ça, c'est encore hyper subjectif,
Mais c'est vrai que pour moi, c'est un truc hyper important. Je pense que ça donne confiance en soi. C'est une manière de s'armer aussi tous les jours. Le regard de l'autre, c'est quand même quelque chose, malheureusement, dont beaucoup de personnes sont victimes. Donc oui, c'est pas futile dans le sens où déjà, quand on prend du temps pour prendre soin de soi, je pense que c'est aussi un truc qui nous rattache un peu à la vie, de se dire, ok, bon, bah là, je vais passer 2 heures dans ma salle de bain pour me faire jolie, pour recevoir mes potes ou aller à l'hôpital. On se dit, ok, si je prends soin de moi, c'est que j'ai envie encore d'être là, quoi. Après, chacun met son dosage de beauté ou d'importance où il l'entend. Ça peut passer par la beauté pure ou simplement se sentir beau aussi. C'est une attitude. C'est pas du tout nécessairement... Oui, c'est pas forcément passer 2 heures... Non. Chacun y met un peu son importance où il veut. Moi, c'est vrai que ça passait par passer des plombes sur Zara.com et m'acheter des tonnes de fringues pour essayer de cacher ma stomie, essayer d'être jolie quand j'avais 50 paires branchées sur moi. Ouais, bien sûr. Après, chacun ses goûts et puis chacun fait comme il l'entend. Mais je pense que c'est important. Ça aide à s'armer. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Quand je te disais que c'était assez universel, après, je ne veux pas faire de parallèle qui n'a pas lieu d'être ou quoi, mais je pense que ça vaut dans beaucoup de situations de la vie. De prendre soin de soi, oui. En fait, de prendre soin de soi et au-delà de voir le beau, d'essayer de sortir le positif, sur ton blog, tu dis ce qui nous rattache à la vie, c'est de retrouver un peu de légèreté à travers le beau, la culture. Et on vit quand même des temps assez sombres. Complexes. Voilà. Et c'est vrai que voir de la légèreté, c'est pas facile. Mais il faut élargir un peu son spectre de vision. Je pense qu'il ne faut pas simplement se cantonner à toute l'horreur qu'on a autour de nous. Malheureusement, oui, le monde est difficile, la vie est difficile, hein, quelles que soient les épreuves qu'on traverse. Malheureusement, on a toujours des épreuves compliquées qu'il faut surmonter. Mais ce qui rattache quand même à l'essentiel, c'est aussi de pouvoir se concentrer sur des choses positives. Le bon attire le bon, c'est les cercles vertueux. Moi, j'ai toujours cru en ça. Et c'est pour ça que je me suis toujours intéressée à l'art. J'allais beaucoup voir d'expos. Je le fais plus du tout parce que ça me fatigue. Et puis, je suis devenue un peu agoraphobe depuis tout ça. Okay. Mais je lis beaucoup et je regarde énormément de choses sur Internet. Enfin, vraiment, c'est d'images. Je lis au maximum pour m'enrichir. Et je crois aujourd'hui, même dans un monde qui va mal, que ce qui nous sauvera tous, c'est de s'intéresser au monde, de s'intéresser au beau, de s'intéresser... Et chacun met son beau où il l'entend, encore une fois. Hein. C'est pas du tout universel, le beau, mais simplement d'élargir son spectre et de se dire qu'il y a d'autres choses possibles. C'est ce qui peut sauver un type complètement largué qui va retrouver refuge dans l'ignoble. S'il avait eu accès au beau, je pense qu'il n'aurait pas radicalisé moins. Tu prêches une convaincue, je suis entièrement d'accord avec toi. La culture, le beau, l'éducation, c'est ce qui nous sauvera tous. Hein. Oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire, toi donc tu disais des images, peut-être des voyages, des livres Ce qui m'inspire le plus, c'est quand j'adore le sud de la France. D'accord. Et j'adore... Et ça, en particulier dans le Var. Ok. C'est un endroit dans lequel je vais depuis que je suis toute petite. C'est un lieu de rencontre familiale et où tous mes potes viennent depuis toujours. Et c'est un endroit qui m'inspire beaucoup par la nature, la mer. Je pense que c'est hyper important de pouvoir respirer l'air de la mer régulièrement quand on peut le faire. Et moi, c'est vraiment un endroit qui m'enivre beaucoup. Donc là, c'est vraiment une très, très grande source d'inspiration. C'est là-bas où j'ai créé les box. Tu y vas cet été ? J'y vais cet été et le kiff ultime, c'est j'ai mon permis bateau et de naviguer en bateau, c'est ce qui me permet de m'évader le plus. Et les routes à perte de vue aussi, c'est pas mal mon dada. Est-ce que tu as lu le livre Noces d'Albert Camus ? Non. Je te le conseille. C'était à l'époque où il vivait en Algérie et il décrit des paysages. C'est tellement bien décrit, c'est tellement beau qu'on ferme les yeux et on s'imagine entre les lilas et autres fleurs. Je pense que ça te plaira. Okay. Je te le conseille. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ? Sur ton blog, tu dis que tu parles de Morgane Césalori, donc la créatrice de Cézanne, qui est ta bonne étoile professionnelle. Alors, je ne sais pas si elle t'inspire ou pas, mais est-ce qu'elle fait partie des personnes qui t'inspirent ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? C'est quelqu'un pour qui j'ai une estime énorme, déjà parce qu'elle a été extraordinaire avec moi, et je pense que les gens comme elle sont rares. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance, quand on traverse un cancer, d'avoir un patron, ce qui devenait devenir un patron à l'époque, qui te dit ok, on t'attend jusqu'à ce que tu ailles bien et no stress. Oui, parce qu'il y a vraiment eu un timing entre c'était le mauvais timing. J'ai quitté mon ancien job, je suis tombée malade 1 semaine après, je devais commencer 3 mois plus tard pour Cézanne. C'est vraiment le truc qui est tombé, mais pile quand il fallait pas. Et puis elle m'a quand même allégé d'un poids énorme. Déjà, elle m'a permis d'avoir des perspectives pour après.
Et ça, c'est quand même hyper précieux. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et quand elle m'a dit, voilà, on t'attend, pas de problème, tu viendras, ça, c'était quand même un très très beau cadeau qu'elle m'a fait. Et au-delà de ça, je trouve que c'est quelqu'un quand même d'assez étonnant. C'est beau ce qu'elle a réussi à faire. Ah oui, mais maintenant, il n'y a pas une conférence sur le e-commerce ou sur la mode dans laquelle on ne parle pas d'elle. Elle est vraiment inspirante et c'est marrant, hein, j'ai rencontré pas mal de webmasters moi, pour m'aider sur mon blog et ils citent tous en référence le site de Cézanne. Ouais. Tu te dis quand même elle a 30 ans. Ouais, c'est au-delà d'être une belle personne, c'est quand même quelqu'un qui suscite un peu d'admiration. Ouais, on peut un peu l'admirer, quoi, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller au bout de tout ce qu'elle a réussi à faire, quoi. Mais j'ai l'impression que ce qui marche, c'est vraiment d'être sincère. Comme toi sur ton blog, tu es sincère et c'est ça qui fait que c'est agréable à lire. Je pense que la transparence, je pense qu'on en a ras-le-bol des gens. Moi, je me marre un peu, alors je parasite un peu. Je veux froisser personne, hein, mais je parasite un peu tout ça, justement sur mes réseaux, notamment Instagram et tout, où mon idole absolue étant quand même Céleste Barber. Je sais pas si tu connais, mais il faut la regarder, c'est hyper drôle. Non, c'est une fille qui est hyper drôle sur Instagram. Et enfin, mon idée, c'est vraiment de me servir de tout ça et de dire, ok, ben voilà, la vie. Il faut être naturel, il faut être sincère, et tous ces réseaux sociaux, en tout cas notamment Instagram, qui est quand même un truc vraiment good mood, où les gens ont envie de voir du beau, du positif, parce que sans nier encore une fois la réalité de la vie, hein, juste on a envie de voir d'autres choses que des trucs glauques. Ça inspire tout le monde, quoi, et je pense qu'il faut s'en servir comme un outil en plus pour alléger un peu les journées de chacun. Instagram, c'est good mood, c'est un peu culpabilisant aussi parfois quand on... Mais ça dépend comment on le regarde. Soit on le regarde. C'est un peu des réseaux sociaux, c'est-à-dire que soit on le regarde en se disant, on montre que du beau, c'est un réseau sur lequel on montre que du beau, donc ne pas croire que la vie c'est que ça. Oui, il faut simplement avoir suffisamment de recul pour se dire, oui, non mais attends, peut-être qu'elle a aussi des grosses galères en backstage, quoi. Oui, ça c'est sûr, hein, tout le monde a aussi son lot d'emmerdes. Il faudrait un réseau qui soit le pendant d'Instagram où il y aurait tous les... Mais je pense qu'on en fait un peu ce qu'on veut. Alors oui, il y a évidemment des comptes qui sont hyper good mood, trop good mood, avec des tasses à thé et des machins, et tout est beau, tout est joli. Non, je pense que la vie de la nana derrière est pas forcément rose tous les jours. Mais les gens ont envie de voir ça aussi. C'est pour ça que les nanas qui ont 1 million de followers en mettant des photos de fleurs, quoi. C'est parce que les gens ont ras-le-bol de voir des trucs glauques. Il faut avoir suffisamment de recul pour se dire, oui, ce n'est pas que sa vie. Elle a aussi sans doute ses problèmes à côté. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que oui, tu ouvres l'application et tu vois des photos de pivoine et ça te change un peu. Ça te fait respirer, quoi. Ouais. Mais justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se dire que tout ça, c'est pas futile en fait, et c'est pas et oui, avoir des fleurs chez soi, ça fait plaisir. Oui, regarder pendant des heures Pinterest des photos de paysages, c'est pas futile et parfois c'est difficile de s'en rappeler. Non, mais je pense qu'il faut simplement se dire, je m'en sers pour m'enivrer. J'oublie pas ce qui se passe à côté, je m'en sers juste pour m'enivrer. Moi, Instagram, alors, ça m'amuse, hein, j'y ai pris goût, j'étais pas du tout branchée là-dessus et tout, mais ouais, dès que ça fait écho à des gens qui te racontent qu'eux aussi ont eu le même truc, c'est amusant, et puis ça te fait passer un bon moment, quoi, de partager ça. Simplement, il faut savoir doser, encore une fois. Moi, je suis pas trop pour non plus livrer toute mon intimité. Je filtre. Oui, non, c'est pas le cas. Je trouve que sur ton compte, j'ai trouvé pas mal d'informations sur toi en regardant sur les réseaux, mais c'est pas... Tu partages d'ailleurs des petites phrases qui t'inspirent, des mantras, des choses comme ça. T'en as un que tu veux partager aujourd'hui Parce que moi, sinon, j'en ai noté un que tu as cité. Tu peux, mais de toute façon, mon mantra de base, c'est Never Give Up. Hein. Ça le restera toujours. J'ai cité Bob Marley une fois. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution. Oui. Est-ce que tu sais dans quel contexte il a... J'en ai aucune idée. Je me suis demandé tout à l'heure, je l'écrivais, je me disais, mais qu'est-il arrivé à ce bon Bob pour qu'il nous dise ça? Il y en a une autre que j'aime bien, c'est je suis dans l'auto-persuasion constante du meilleur. Ça, c'est un vieux post, je crois, dans lequel j'avais écrit ça. J'ai tout écrit. Ça dépend un peu des humeurs du jour au moment où j'écris. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dans l'auto-persuasion du meilleur, parce que malheureusement, on ne maîtrise pas tout. Et encore une fois, je suis encore très bien placée pour le savoir. Mais mais ça rejoint toujours cette histoire du beau et d'essayer d'être positif au maximum. Je pense que ça ne sert à rien de se dire tous les jours que la vie est un enfer. Mon mec m'a dit un jour, c'est plus facile d'être malheureux que d'essayer tous les jours d'être heureux. Et à l'époque où il m'a dit ça, je l'avais hyper mal pris. Et c'est vrai, en fait, te battre tous les jours pour être heureux, c'est un vrai combat, quoi.
Parce que oui, si tu t'écoutes tout le temps, on a chacun nos raisons pour aller mal. Oui, puis c'est le combat contre l'inertie aussi. C'est le combat contre l'inertie, c'est le combat contre la vacuité, c'est le combat contre tout, contre la vie, contre les épreuves, contre tout peut être un poids permanent. Mais de savoir s'en sortir et justement d'élargir un petit peu son champ de vision en imaginant d'autres choses meilleures. Moi, j'ai des gros coups de down parfois, quand je me rappelle un peu trop ce qui m'est arrivé et tout. Et ça peut vraiment m'enfermer. Et j'ai décidé récemment de ne plus me laisser dominer par ça, parce que mine de rien, je suis en vie, qu'il y a plein d'autres choses qui sont très positives qui m'entourent. J'ai la chance d'être hyper bien entourée. J'ai la chance d'avoir des amis hyper francs qui m'ont rappelé à l'ordre plus d'une fois en me disant ne parle pas trop maladie, mais pas par méchanceté, non, au contraire, pour m'aider. De mon ami avec qui je suis depuis 8 ans, qui est hyper présent et qui, pareil, a un moteur tous les jours, mes parents. Enfin, tout ça, c'est quand même des choses qui sont très, très positives. Tout le monde n'a pas cette chance d'être si bien entouré. Il faut aussi s'en rappeler, quoi. Bien sûr. On n'a pas tous la même chance. J'aurais pu naître au Bangladesh, pas avoir les moyens d'être soignée. Non, j'ai la chance d'être en France et d'avoir pu être soignée comme tout le monde en France. Il y a quand même certaines choses qui permettent de recentrer un peu ses priorités, puis ce qui peut nous rattacher aussi à être en meilleur mood, quoi. J'ai une de mes amies qui était à l'école avec moi et je pense qu'on passait des examens et j'avais l'impression que mon monde tournait autour de ça. Et elle me disait, mais moi, ce que je fais quand ça va pas, c'est que je dézoome sur moi et j'imagine la Terre et je me vois plus, en fait. Et ça me rappelle... C'est qu'à l'échelle du monde, il n'y a rien. Et ça me rappelle que, oui, il faut relativiser et vraiment se décentrer aussi et surtout ne pas se comparer aux autres. Ouais. Parce que beaucoup de gens ont tendance à se comparer et se comparer, ça rend très malheureux. Il faut regarder là où on est, ce qu'on vit, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, ce qu'on compte réaliser après. Je pense que d'être dans la comparaison de ce qui nous entoure, c'est très très néfaste. On a chacun nos épreuves de vie, on a chacun nos lots dans le merde, comme je le dis souvent. Et c'est pas parce qu'on a traversé des épreuves que notre vie sera moins bonne. Elle sera différente. Au contraire, il faut faire de la différence une force. Parce qu'on est obligé de composer. Et la vie, ce n'est qu'une composition permanente. De créer autre chose. Super. Écoute, je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup à Charlotte de m'avoir fait confiance et de m'avoir accordé cet entretien. Merci à ses attachés de presse de nous avoir mis en relation. Toutes les informations sur Charlotte et sur Mr K Fighting Kit sont en description de cet épisode et à retrouver sur generationxx.fr. Merci à celles et ceux qui ont écouté cet épisode et m'ont donné leur avis, ils se reconnaîtront. Merci également à Joël pour le matériel, à Olivier pour le montage et surtout merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, dites-le moi avec des cœurs, des likes, des étoiles sur iTunes. Dites-moi ce que vous en avez pensé par mail aussi, siam.podcast@gmail.com ou sur les réseaux sociaux, generationxx.podcast, sur Facebook, sur Instagram, partout où vous voulez. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère vraiment que ça vous a plu et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.